sommes le mercredi 7 février 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Inès et Lola n'ont pas froid aux yeux. Ces deux sœurs âgées respectivement de 26 et 22 ans sont les premières Vendéennes à participer à l'émission Pékin Express sur M6. Le premier épisode est diffusé ce jeudi. Nous les avons rencontrées. La délinquance toujours en hausse, plus 4,4% pour l'année 2023. Une hausse qui reste inférieure à la tendance nationale. Nous ferons le point avec la préfecture. Enfin, le showband RSF de Saint-Fulgence s'apprête à attaquer la saison des carnavals. Avant leur départ pour Nice et Menton, nous assisterons à une répétition. Elles sont vendéennes, mais le grand public les découvrira à Bali. Inès et Lola sont les premières participantes vendéennes de l'émission diffusée sur M6 Pékin Express, une course entre plusieurs binômes à travers différents pays. Le premier épisode de l'émission est diffusé ce jeudi soir. Portrait dans ce reportage réalisé par notre tandem à nous, Alexandre Lenaour et Grégoire de Châtillon. À 26 et 22 ans, Inès et Lola font partie des 8 binômes de cette nouvelle saison de Pékin Express, un aboutissement pour les deux sœurs qui suivent le programme depuis ses tout débuts. On regarde depuis vraiment qu'on est toute petite. On regarde depuis la saison 2. Donc ça date, t'avais 8 ans je crois. C'était notre rendez-vous familial. On a toujours dit que quand on serait grande, on participerait à Pékin Express. Bon, on le disait mais vraiment en rigolant quoi. Jamais on aurait cru qu'on allait le faire. Bien qu'à 700 km l'une de l'autre, Inès travaillant dans une chaîne hôtelière à La Roche-sur-Yon et Lola étudiante en droit sur Toulon, le duo passe les différentes étapes du casting et début juillet, la nouvelle tombe. En fait, on reçoit un appel de la directrice de casting début juillet pour nous dire qu'on partait. On part fin août et qu'on est début juillet, donc dans un mois et demi, on prend l'avion. Toutes les deux nées au Vietnam et adoptées dans la même famille, à Némy, mais à 4 en intervalle, Inès et Lola ne savent pas encore que leur pays d'origine est la destination finale de cette saison de Pékin Express. On connaissait pas du tout où on allait. Oui, on pensait partir en Afrique. On avait juste une liste indicative des vêtements à emmener. On a du sport, certes, parce qu'il faut porter le sac à dos toute la journée, courir avec. Moi, c'est ce qui a été le plus dur, franchement, je pense. Après, il faut savoir quand même se débrouiller en anglais ou en espagnol, plus ou moins, où l'aventure se déroule. Le mental, et après il y a aussi quand même un facteur chance sur l'autostop. Sur l'autostop, on est sur un facteur chance qui est énorme. Objectif, rallier le pays du dragon, mais avant cela, l'aventure commence en Indonésie. On arrive à Bali, on avait les yeux bandés. Donc en fait on savait pas encore qu'on était à Bali finalement. On est excité mais on est à la fois aussi stressé. Puis on est fatigué, on sort de l'avion, on a les pieds gonflés. Une fois que Stéphane nous dit c'est parti, finalement tout ce stress s'envole. Et ça se transforme en adrénaline. Et l'aventure commence quoi. C'est ça, on y est quoi. Et pour suivre les premiers pas d'Inès et Lola, l'aventure commence dès ce jeudi soir sur M6. Une aventure que nous ne manquerons pas de suivre. En Vendée, sur l'année 2023, la plupart des indicateurs de la délinquance augmentent selon le dernier bilan de la préfecture dévoilé ce mardi. 4,4% de plus en moyenne, soit 22 913 faits recensés. Ça représente 963 faits de plus par rapport à 2022. L'augmentation reste toutefois moins forte qu'entre 2021 et 2022 et s'inscrit en dessous de la moyenne nationale. Chiffre marquant, plus 12% d'agressions. Les acteurs de la sécurité ont toutefois souligné le fait que la Vendée reste un territoire privilégié. Une augmentation notamment de ce qu'on appelle les atteintes à l'intégrité, volontaires à l'intégrité des personnes, donc c'est les actes violents. Mais là, si on a une augmentation très forte, c'est lié notamment aux violences intrafamiliales qui sont de plus en plus, c'est plus 13%, donc c'est quand même considérable, et qui s'explique par le fait que la parole est libérée, que les services de police et de gendarmerie prennent mieux en compte les victimes de violences, et donc ça traduit l'action qui est menée maintenant depuis plusieurs années.
La marque Fleury-Michon, épinglée par l'association de défense des consommateurs Foodwatch dans sa nouvelle enquête sortie ce mardi. Alors que ces surimi ont subi une augmentation de plus de 40% du prix du kilo entre 2021 et 2023, il contient moins 11% de chair de poisson, baisse de qualité et augmentation du prix. Un procédé baptisé chipflation. Contacté par nos soins, la marque se défend en ces mots, l'inflation mondiale ayant entraîné une hausse inédite de plus de 46% de cet ingrédient. Nous avons dû retravailler notre recette afin de pouvoir continuer à proposer un prix accessible sur ce produit. Fleury-Michon qui n'a toutefois pas souhaité s'exprimer sur notre antenne. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange et reprends espoir. Ce sont les mots prononcés par l'abbé Pierre le 1er février 1954. 70 ans plus tard, la communauté Emmaüs est toujours présente aux 4 coins de la France, aux Essarts et à Fontenay-le-Comte. Ils continuent leur combat pour offrir un toit à environ 80 adultes et 14 enfants. Ils se sont réunis pour souligner cet anniversaire. 70 ans après, vous voyez les gens qui dorment sur le parvis de l'église Saint-Louis. Comme je vous le disais, notre directeur de communauté, quasiment tous les jours, refuse. Alors, il ne faut surtout pas dire il a perdu. Non, il n'a pas perdu. Parce qu'on abrite de nombreux compagnons, de compagnes. Mais hélas, on en refuse tous les jours. Donc, il faut nous souhaiter de pouvoir continuer, qu'on puisse réorganiser. Alors, j'aimerais bien réorganiser des événements et dire, il y a 80 ans, il y avait l'appel et il y a moins de gens dans la rue. Il y en a peut-être encore, mais on continue de bien faire notre boulot. Et à noter, l'espérance de vie dans la rue est de 49 ans. 4e édition des Rendez-vous de Gawa, un événement qui s'inscrit dans le cadre du jumelage de la ville de Fontenay-le-Comte et de la ville du Burkina Faso. Au programme cette année, découverte de la culture africaine, son histoire et son actualité. Ces rencontres autour de la culture prennent différentes formes, des ateliers, des conférences, des lectures de contes, des projections de films. Le temps fort de cette 4e édition est une exposition sur le thème de l'art de guérir en Afrique traditionnelle. Le but des rendez-vous de Gawa, c'est de faire des rencontres autour de la culture africaine et en particulier burkinabé. Lors de ces rendez-vous, ils associent des conférences, des films, un arbre à palabres cette année qui va tourner autour du franc CFA, donc un sujet particulièrement d'actualité, des ateliers de lecture d'auteurs africains francophones. Il y a également un atelier cuisine, il y a un après-midi pour les jeunes et puis il y a surtout cette superbe exposition autour des arts de guérir en Afrique traditionnelle. L'un des buts de jumelage, c'est de rapprocher les hommes, et donc connaître la culture de l'autre, c'est un élément important. Je pense que les conflits viennent souvent parce qu'on ne connaît pas la personne qui est en face de nous. Donc ces rencontres sont justement un moyen de se rencontrer, de se connaître. Et l'exposition est visible à la Maison des Trois Rois jusqu'au 17 février, du mercredi au dimanche de 15h à 18h. Les autres animations sont proposées du 12 février au 23 février. Après les carnavals de Cholet et de Granville l'an passé, le showband RSF de Saint-Fulgence se produira cette année sur 2 événements rassemblant chacun environ 200 000 spectateurs. Le 151e carnaval de Nice et puis la fête du citron de Menton les 17 et 18 février. Le groupe se produit en moyenne entre 12 et 15 fois par an. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant les grands jours. Image de répétition avec Colline Davy. Les notes sont justes et la chorégraphie est presque maîtrisée. Dans quelques jours, ces 60 musiciens et danseurs se produiront au carnaval de Nice. Alors, pour être fin prêt, il faut garder le rythme dans tous les sens du terme. On garde le rythme habituel, mais c'est vrai que là, il y a un petit peu plus de pression, d'intensité sur les répétitions, parce qu'on est censé se produire dans 15 jours, ce qui est tôt dans l'année par rapport à d'autres saisons, même si c'est vrai qu'on a l'habitude de faire des carnavals. Donc dès mi-février, là c'est un gros morceau qui s'annonce, puisqu'on enchaîne Nice le 17 février et Menton pour la fête du citron le lendemain. Donc effectivement, là, on essaie de rôder. On sait qu'il y a des
petites choses qui sont un peu plus difficiles, donc on les travaille un peu plus. Il y a des choses qui sont nouvelles aussi, qu'on a essayé de travailler depuis quelques semaines et qu'on veut proposer à Nice et à Menton, donc on les rôde. La troupe peut compter sur son expérience et pas des moindres. Descente des Champs-Élysées en 1976, Grand Prix d'Amérique à Vincennes ou encore parade des 24 heures du Mans. Le showband sera à Nice pour sa 3e fois. Mais pour certains, c'est une grande première. On répète et puis on essaye de se dire que ça va le faire. Ouais, on s'entraîne à fond pour essayer d'être au meilleur de nos performances. Ouais. De l'expérience, de la jeunesse et un autre atout de taille, la complémentarité entre une troupe de musiciens et de danseurs où chacun s'adapte à l'autre. Nous, on a la chance d'avoir des musiciens et en fait, ça nous porte. On a des sensations différentes déjà. On entend vraiment tous les instruments. Quand on a une sono, il faut qu'on règle la basse, il faut qu'on règle machin. Là, on les a tous, on les entend tous un par un. Et c'est surtout de l'instant T en fait. Les musiciens, ils joueront jamais la même chose de la même manière. Donc il faut toujours qu'on s'adapte. Chaque jour, ça change et c'est ça qui est beau aussi. Dernière répétition en conditions réelles. La troupe est prête pour les 15 jours à venir et la relève est assurée pour les 15 prochaines années. En basket, mardi soir, la 24e journée de National 1 masculine faisait place au derby vendéen entre les Sables Vendée Basket et le Vendée Chaland Basket. Avant le coup d'envoi, 3 points seulement séparaient les deux formations. Les Sablais sont 13e et avant-dernier, les Chalandais sont 10e. Lors du match aller à la mi-novembre, Chaland s'était imposé après prolongation face aux Sablais. Un très bon début de match permet au LSVB de se détacher à la pause 52-36. Le VCB fait une belle remontée, mais ça ne suffit pas pour les Chalandais. Les Sablais se font peur, mais ne vont pas craquer et s'imposent finalement 81-76. Vendredi soir, Chaland recevra le Stade Toulousain Basketball. De leur côté, les Sablais se déplaceront sur le parquet de Chartres. Un petit mot de météo avant de nous quitter avec du vent. Le matin, 75 km/h sur les côtes, vous le voyez, et le vent continuera de forcir dans l'après-midi. Il pourra atteindre jusqu'à 90 km/h et il y aura toujours de la pluie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité comme toujours dans votre matinale à partir de 7h. Belle soirée.